Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Lydia Guirousse, Marc Varnaud. Nous sommes à 41 jours du premier tour de la présidentielle. Et nous vivons la crise mondiale la plus grave depuis les missiles de Cuba, c'était il y a 60 ans. Réunion des candidats avec le Premier ministre aujourd'hui à Matignon à 15h. On ne connaîtra d'ailleurs les candidats retenus pour cause de 500 parrainages que vendredi. Et on imagine quand même difficilement une campagne se tenir sous la menace d'une guerre nucléaire qui empêcherait déjà le président candidat de faire une vraie campagne et surtout de parler d'autres sujets comme, je sais pas, les retraites, l'éducation ou la santé, d'où notre grand débat. Faut-il reporter l'élection présidentielle ? Et vous êtes 91,7% à dire non. Avec nous, Didier Mauss, expert en droit constitutionnel. Didier Mauss, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario qui rend une campagne présidentielle impossible ? Oh, écoutez, non, la campagne présidentielle n'est pas impossible. Bon, elle est effectivement différente de ce qu'elle était il y a une quinzaine de jours, mais je veux dire, l'imprévu fait partie de la vie politique, comme je dirais, l'épidémie de coronavirus a heurté la campagne des municipales, puis des régionales et des départementales. Bon, c'est beaucoup plus grave, mais où en est-on ? Et très honnêtement... Très honnêtement, je crois qu'il n'y a aucune raison de reporter l'élection présidentielle. Lydia Guirousse. Oui, alors s'il y avait Lydia Guirousse. Professeur, oui, s'il y avait quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui feraient que l'on pourrait reporter l'élection présidentielle ? À ce stade, il n'y en a pas, mais faisons un peu de projection. Si vous voulez, la Constitution prévoit que l'on peut reporter l'élection présidentielle lorsqu'il arrive, disons, un malheur à l'un des candidats. Évidemment, s'il décède ou s'il est sanitairement, médicalement empêché de mener une campagne normale. Là, la Constitution est très claire, il y a différentes hypothèses. Bon, on ne prévoit pas, on n'a pas prévu dans la Constitution l'hypothèse d'une situation intérieure ou extérieure qui serait de nature à empêcher en réalité le fonctionnement normal de l'élection présidentielle. Bon, et voilà, donc on peut imaginer des scénarios, mais si on veut imaginer un scénario qui reporterait l'élection présidentielle, il faut passer par une révision de la Constitution. Ce n'est évidemment pas impossible, c'est même techniquement pas très compliqué, mais il faut qu'il y ait un véritable consensus politique. Françoise Degois. Oui, moi j'entends bien ce que vous dites. J'ai lu d'ailleurs une excellente interview de vous où vous étiez très clair, même si la France entrait en guerre, parce que je rappelle quand même, contrairement aux apparences qui sont un peu boursouflées, que la France n'est pas en guerre. C'est l'Ukraine qui est en guerre face à une invasion de la Russie. Donc je lisais qu'il faudrait une entrée en guerre formelle en réalité de la France. Ça fait partie des choses qui pourraient reporter l'élection. J'entends ce que vous dites, ça fait partie des imprévus, sauf que on peut regretter sur le plan démocratique. On voit bien que les candidats d'opposition à Emmanuel Macron, les oppositions sont un peu condamnées à jouer les spectateurs. Ça va pas être paroxystique comme ça jusqu'au 10 avril, jusqu'au premier tour, mais en réalité, c'est vrai qu'il y a quelque chose de débilitant et de déboussolant pour les oppositions à subir finalement cette situation avec un débat présidentiel qui est escamoté de façon très concrète. Vous savez, moi je suis éditorialiste politique, comme Lydia d'ailleurs. Vous voyez très bien que aujourd'hui 100% du temps d'antenne sur les chaînes d'infos, les 3 plus grandes chaînes d'infos qui brassent des millions, je ne sais pas si vous voyez, il y avait 20 millions de téléspectateurs devant BFM en audience cumulée dimanche, 10 millions devant CNews, 10 millions devant LCI. Vous comprenez bien que quand les cerveaux sont captés comme ça par des chaînes d'infos H24, très concrètement, il n'y a plus de campagne présidentielle. Donc j'entends bien ce que vous dites sur le plan théorique, vous avez raison, dans les faits, vous avez tort. Didier Mauss. J'ai peut-être tort dans les faits, mais moi je me prononce en droit pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Et si vous voulez... Mais vous êtes trop fin pour pas comprendre ce que je dis, mon cher Didier Mauss. Vous êtes trop politique pour ne pas comprendre ce que je veux dire. Non, mais si vous voulez changer la règle du jeu, il faut la changer. On peut pas le faire simplement par un coup de plume. Je suis d'accord. Il faut respecter des formes. Je dirais, nous avons largement le temps, à 40 jours de l'élection présidentielle, de dire on modifie l'article 6 de la Constitution
et on prolonge le mandat de M. Macron d'une certaine durée. Mais de quelle durée, personne ne serait capable de le dire, parce que personne n'est en mesure de dire où nous en serons dans quelques jours. Bon, j'entendais juste avant l'interview maintenant que M. Poutine et M. Macron se sont parlé pendant 1h30 aujourd'hui. Ce qui est énorme et ce qui prouve qu'on est quand même entré dans une phase post-invasion de l'Ukraine, puisque s'il y a cette volonté du président russe de parler pendant 1h30 avec le président français, c'est pas pour envoyer des bombes demain encore plus, c'est pour entrer dans un scénario, peut-être lequel je ne sais pas, mais un autre scénario. Alors, comme la prévision est un art extrêmement difficile, on peut imaginer des sorties différentes, des solutions différentes, mais en l'état actuel des choses, l'élection a lieu les 10 et 24 avril, et tout de suite, pour répondre à des questions qu'on m'a posées quelquefois, on ne peut évidemment pas envisager d'utiliser l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire les pouvoirs exceptionnels du président de la République, parce que la République française, elle est politiquement et géopolitiquement engagée dans la crise russo-ukrainienne. Bon, elle n'est pas juridiquement impliquée. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, nous n'avons pas d'accord de défense, nous n'avons pas de troupes sur place, et ainsi de suite. Donc on est dans un cas qui n'a pas été imaginé, il faut être clair, mais quand il n'est pas imaginé, il faut essayer de le résoudre avec les moyens du bord, et si on veut changer quelque chose, il faut le faire avec l'accord de tout le monde. Marc Varnaud. Oui, je crois qu'on est exactement dans le même débat qu'on a eu pendant le Covid avec le cas de force majeure. C'est-à-dire on est sur le terrain facile. Le cas de force majeure, ça devient l'article 16 de la Constitution. C'est vrai que la Constitution a ainsi été faite, d'après le peu que j'en sache, pour veiller à ce que dans les situations exceptionnelles, et encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, je parle sous le contrôle de votre spécialiste, mais même si la France était en guerre, si l'intégralité de notre territoire n'était pas menacée, l'élection devrait avoir lieu. Là, on pourrait en discuter à perte de vue parce que bon, il y a des positions contradictoires là-dessus. Mais je ne veux pas entrer dans ce scénario hyper catastrophique parce qu'on n'en est pas à recevoir une bombe atomique sur la France demain. Je pense même qu'il n'y en aura pas. Non, mais vous faisiez la comparaison avec l'épidémie de Covid. Moi, je me souviens très très bien, il y a 2 ans, on commençait à parler de l'épidémie de Covid à la date où nous sommes aujourd'hui. Absolument. Moi, j'ai écrit mon premier papier sur le report possible des élections municipales le 5 mars de 2020. Vous voyez qu'on est vraiment presque en train de fêter cet anniversaire malheureux. Et à l'époque, il y a des tas de gens qui disaient non, il ne faut surtout pas reporter l'élection municipale. Je pense qu'on a eu tort de ne pas le faire d'ailleurs, mais ça c'est un point de vue très personnel. Mais c'était beaucoup plus facile parce qu'il suffisait d'une loi et c'était une crise dont on connaissait les répercussions, ou dont on voyait les répercussions en tout cas sur la vie quotidienne des Français immédiatement. Voilà. Donc tout est possible, mais il faut le faire de manière raisonnée et en tout cas en respectant les règles juridiques. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas les respecter. Sauf erreur de ma part, je crois que la loi encadre non seulement effectivement les dates et les conditions, mais également les durées de mandat, et que la complexité vient aussi de là. C'est qu'on a un encadrement juridique de la fonction présidentielle qui donne une marge de manœuvre quasiment inexistante. C'est évident. Non, mais le mandat de M. Macron se termine, je crois, c'est le 13 mai, je crois, la date limite. Si on veut le changer, il faut modifier la Constitution. On pourrait le faire s'il disparaissait, par exemple, entre les 2 tours, en admettant qu'il soit au second tour, ce qui est quand même probable. C'est en tout cas les scénarios là qu'on peut utiliser. S'il disparaissait entre les 2 tours, on reporterait complètement, on referait complètement l'élection présidentielle. Et la Constitution prévoit que dans ce cas, on prolongerait éventuellement les délais. Bon voilà, mais on est dans une hypothèse qui est celle du candidat ou du président dans l'incapacité de mener campagne, soit par décès, soit par empêchement médical. On n'est pas dans le cas d'une crise internationale, et l'article 16 de la Constitution, qui prévoit effectivement des situations de grave crise, a été faite dans le souvenir, disons, des crises d'avant 1940, et notamment à la fois de la crise de Munich et de la crise de mai-juin 1940. Pas du tout dans l'esprit d'une crise internationale, mais dont la France n'est pas directement impliquée. Les vraies voix, 18h41, notre grand débat. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Vous êtes 91,8% à dire non. On continue le débat dans quelques instants. Ça fait réagir au 0826 300 300. On mettra le cap au sud puisqu'on ira dans le Gard. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Lydia Guirousse, Marc Varnaud pour notre grand débat. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Vous êtes toujours 91,8% à dire non. Avec nous, Didier Moss, expert en droit constitutionnel. On part au 0826 300 300, direction le Gard. Bonsoir Damien. Et bonsoir Philippe. Et vous pensez qu'il faut maintenir le scrutin les 10 et 24 avril prochains? Ce que je pense, c'est que oui, ça va être compliqué de parler de la France dans la période actuelle, mais je pense que c'est surtout le rôle des médias de faire en sorte qu'on parle de la France et le rôle du gouvernement de recentrer un peu les débats aussi. Parce que il est hors de question de la déplacer, cette élection. Je veux dire, c'est juste pas possible. Parce que là, on parle de l'Ukraine tout le temps, on parle de la guerre, tout ça, mais il me semble que l'avenir de la France est tout aussi important, voire même plus pour nous. Mais est-ce que vous pensez pas, en tant que citoyen et probablement qu'électeur, vous avez probablement prévu d'aller voter le 10 avril prochain, est-ce que vous dites pas que cette campagne, elle va être biaisée par le fait que, alors ce que vous dites, c'est un vœu pieux qui me paraît très bien, qu'on parle de tous les sujets, mais que quelque part, un sujet va étouffer tout le reste. Excusez-moi, comparaison n'est pas raison, comme le Covid a tout étouffé pendant pratiquement 2 ans. C'est vrai. Oui, mais vous dites le Covid a étouffé tout pendant presque 2 ans, mais pourquoi? Parce que les médias ont fait en sorte que ce soit le cas, parce que tout tournait autour de ça, alors qu'il se passait autre chose dans le reste du monde et dans la France. Voyez, en même temps, c'est pas ça. Oui. En même temps, on va faire réagir Didier Moss et après je vais faire réagir les vraies voix. Didier Moss, expert en droit constitutionnel, qu'est-ce que vous voulez dire à Damien du Gard? Écoutez, moi je vais lui dire qu'il faut respecter les calendriers électoraux, c'est le b.a.-ba de la démocratie, et ça ne veut pas dire que celui qui est aux commandes et qui, le cas échéant, est en bonne position, va gagner. Rappelez-vous toujours que Winston Churchill a été battu aux élections législatives, enfin son parti, et il a quitté la fonction de Premier ministre en 1945, alors qu'il était le grand vainqueur de la guerre. Clément Hadlik, il a battu. Oui. Clément Hadlik l'a battu, oui. C'est vrai. Donc c'est pas une garantie. Le chef de guerre n'est pas une garantie de gagner l'élection qu'on a devant soi. Qu'est-ce que vous voulez dire à Damien les vraies voix? La même chose que Didier Moss, que j'ai dit en préambule de cette ouverture. Il faut bien se garder, des analyses vraiment de l'instant. Je pense que 45 jours, c'est très long dans la période que nous vivons. Nous vivons des convulsions. Le monde convulse à tous les niveaux. D'ailleurs, imaginez pour un citoyen lambda dont nous faisons nous aussi partie, les journalistes, on est des êtres humains, tout à fait, se prendre 2 ans de pandémie et sortir du Covid pour rentrer dans la guerre, c'est éprouvant. Moi, je pronostique qu'il y aura quand même beaucoup d'abstention dans cette élection, probablement, mais je suis absolument ce qu'a dit Didier Moss, mais je l'ai dit également en ouverture, il ne faut pas se laisser hypnotiser par ce que disent les sondages aujourd'hui. 45 jours, c'est encore très long. 41. Je pense que la présidentielle et la politique va reprendre ses droits assez rapidement, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et dans cette période de convulsion, faire la course en tête dans les sondages ne signifie pas gagner à l'arrivée. C'est un peu le lièvre et la tortue. Marc Varnaud, qu'est-ce que vous voulez dire à Damien du Gard? On n'a pas fini avec les surprises. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que moi, je rêve qu'on puisse parler d'économie. Moi, ça fait 2 ans que j'aimerais parler d'économie. Et là, il reste effectivement 41 jours. Vous êtes calé sur 45 jours. Malheureusement, c'est toi qui nous contrarie. Tu nous contraries, c'est toi. Malheureusement, on ne parlera pas d'économie. La France est un pays qui n'a pas été réformé depuis 40 ans, qui a besoin de réformes profondes, qui a besoin d'être complètement restructuré dans son fonctionnement, et ça ne va pas être un sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Lydia Guirousse? Qu'est-ce que vous voulez répondre à Damien? Alors, je pense que, contrairement on est tous d'accord avec Damien, là. Contrairement à François, je pense que ce qui est installé actuellement, les tendances qui sont installées dans les sondages, ça va être très difficile en 41 jours d'inverser les tendances. Et il y aura de petites évolutions, mais il n'y aura pas de révolution au niveau des sondages. Ça, c'est le premier point. Après, il me semble qu'effectivement, l'actualité peut évoluer très vite et on l'espère tous, la crise ukrainienne sera derrière nous et le politique reprendra le dessus. Il y aura des débats qui seront organisés sur les chaînes de télévision. Je pense qu'on ne pourra pas y échapper et ça sera sans doute l'occasion de parler de logement, d'économie, de santé, de services publics, des sujets qui sont extrêmement importants. Et puis il y aura de toute façon les programmes. Mais ce que je crains, je pense que la surprise viendra de l'abstention, comme lors des municipales où vous avez une abstention qui a été extrêmement forte, surtout chez un électorat très âgé. Et on a eu de mauvaises surprises, à mon sens, avec l'arrivée des écologistes dans de grandes villes en France.
avec le record à battre, 2002, 28%, hein, Didier Moss, c'est ça, 28% d'abstention en 2002. La surprise, je pense qu'elle viendra de là. C'est pour ça que j'appelle les électeurs à se mobiliser et à aller voter, parce que ça reste encore la meilleure façon de faire entendre sa voix en France et en démocratie. Didier Moss, vous avez entendu Françoise Degois, vous avez entendu les vraies voix, et on va faire réagir Damien. Comment voyez-vous, alors je vous demande vraiment de faire de la prospective, de la voyance, la Madame Irma de la Constitution de 58. Comment imaginez-vous le taux d'abstention le 10 avril prochain? Moi, contrairement à vous, je pense qu'il ne sera pas aussi important que vous l'imaginez. C'est Damien, oui. Ah bon? Vous pensez que ça va voter? C'est bien. Je pense que oui, je pense qu'il y a des gens que les gens vont se réveiller. Moi, je parle beaucoup de politique, j'adore ça de toute façon, autour de moi, et non, il y a de plus en plus des gens qui ne votaient pas, qui ne votaient plus, ont repris leur carte d'électeur autour de moi. Donc après, c'est que autour de moi, évidemment. Et ils sont plutôt de quel bord politique? Au Zemmour? Dans le Gard, et notamment dans ma circonscription, on est quand même plutôt Rassemblement National, voire Zemmour. Oui. Voilà. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. J'entendais. Damien, restez avec nous. Didier Moss, là, je vous demande de faire le médium. Comment voyez-vous l'abstention le 10 avril prochain? Passer de la Constitution de 58 à la boule de cristal, je pense que vous en êtes tout à fait capable. Ça, la Constitution ne m'aide pas du tout. Je m'en tirerai d'abord par une pirouette, si vous me le permettez. Bravo, c'est joli, c'est du joli, alors là, vraiment. Il y a un humoriste, je crois que c'est Oscar Wilde, qui a dit la prévision est un art difficile, virgule, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. C'est excellent. C'est une réponse que j'utilise assez souvent pour des questions de ce type. En soit dit en passant, les économistes feraient bien aussi de temps en temps de s'en servir, parce qu'eux passent leur temps à faire de la prévision et elle est assez régulièrement je vais vous répondre par une phrase de Jules Renard, quand même. Didier Moss, vous exagérez, n'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien. Merci. Merci de la prévision, Didier Moss. Merci de vous mouiller. Didier Moss. Cette précaution, je vais vous dire, l'élection présidentielle est l'élection la plus populaire en France depuis toujours. Hein. Et rappelez-vous, en 2017, il y a eu 20 points de participation en plus à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives qui ont suivi. Ou mettez-le dans l'autre sens, 20 points de moins en moins pour les élections législatives. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi des gens qui ont été votés massivement pour une élection présidentielle ne vont pas voter pour une élection législative. On n'arrive pas à le savoir. Alors, c'est vrai qu'il y aura sans doute un peu plus d'abstention cette année, mais on n'est pas dans le contexte de la crise, le caractère aigu de la crise des élections municipales ou départementales. Donc on aura un bon taux d'abstention, mais également peut-être raisonnable. Mais comment voulez-vous faire pour savoir si les gens vont aller voter ou pas? Ce que je vois moi autour de moi, c'est qu'il y a quand même la plupart des gens qui ont l'intention d'aller voter. Hein, je vois pas ce courant d'abstention qu'on a eu depuis 2 ans. En tout cas, la peur de l'épidémie devrait là nous laisser tranquilles. Mais alors, une question, je vous ai demandé la boule de cristal. Vous avez montré que vous étiez très bon. N'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien. Comme disait Jules Renard. Mais quand vous citez Jules Renard, c'est qu'il y a un loup probablement. Et la dernière question, Didier Moss. Quand on voit le rolling d'IFOP fiducial pour Sud Radio de ce soir avec Emmanuel Macron qui prend 2 points d'un coup, qui n'a jamais été aussi haut. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français, en période de crise internationale, vont pas être légitimistes, tant aux présidentielles qu'aux législatives? Ils seront légitimistes aux législatives en fonction des résultats des présidentielles, ça c'est une quasi-certitude. Mais parce qu'ils aiment bien donner une majorité au président qui a été élu, et ça paraît d'ailleurs assez logique et cohérent. C'est vrai qu'il y a une légitimité pour le président sortant, pour un chef de guerre, pour celui qui fait face à la tempête, mais on a vu, j'allais dire, dans des circonstances de ce type, les chutes de popularité allaient très vite, hein, y compris avec Jacques Chirac au moment des crises du Golfe Persique ou de François Mitterrand. Je crois qu'il n'y a pas de garantie à tous les coups du succès. Emmanuel Macron ne peut pas dire uniquement je vais fonder mes bons résultats sur la crise ukrainienne et indirectement dire merci monsieur Poutine. Non, faut quand même pas exagérer. Merci beaucoup Didier Moss, expert en droit constitutionnel, verdict sur Twitter. Le grand débat, faut-il reporter l'élection présidentielle? Et ça prenait 0,1 par 0,1. Vous êtes désormais 92% à dire non.